Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Quirion. Philippe Quirion, dont je pense que la plupart, vous le connaissez au moins de nom, mais effectivement, que vous l'avez déjà rencontré et vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec lui. Donc, il est directeur de recherche au CIRED. Il a travaillé depuis longtemps maintenant, hein, intensément, aussi bien sur des questions d'énergie, d'économie de l'énergie, que des questions d'économie de l'environnement. Vous le connaissez peut-être également par ses engagements en dehors du domaine académique, hein, notamment auprès d'ONG. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de questions de mobilité et en lien avec les émissions polluantes, alors plutôt dans les centres urbains, je crois, hein, et pas forcément que les émissions de gaz à effet de serre, si j'ai bien compris, hein, ça fait tout autant les pollutions locales. Alors, je pense que pendant la présentation, si vous avez des questions, pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à intervenir et à lui demander des précisions ou à l'interroger sur ce qui vous interpelle. Pour ceux qui sont à distance, je crois que le plus simple est que vous activiez la petite main pour les réactions. Et il y a quelqu'un dans la salle qui surveillera et qui signalera que vous avez une question à adresser à Philippe. Donc, n'hésitez pas à le faire, surtout si les micros, pour ceux qui sont à distance, ne fonctionnent pas. Mais alors, il y a peut-être une incertitude là-dessus, parce que je vois que vous continuez à intervenir un peu. C'est bon? Oui, j'attends quand même le feu vert. Oui. OK. C'est bon ou c'est pas bon? Non, bah, je sais pas, il y a des avis contradictoires. C'est qu'à distance, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage d'écran? Il y a le partage du PDF qui n'est pas. Alors, je vais partager l'écran. Voilà, c'est par. C'est bien. Écran, ouais. Généralement, c'est l'écran qu'il faut partager, c'est plus sûr. C'est bon, on vous voit. L'écran. Voilà, ok, c'est bon. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Très content de revenir ici. J'étais venu faire un séminaire, ça fait déjà un bon paquet d'années. Alors, je vais vous présenter un travail réalisé avec Marion Leroutier, qui a fait sa thèse au CIRED, qui est maintenant en postdoc à Stockholm, et peut-être prochainement de retour en France, on verra, en fonction des postes et du poste qu'elle aura obtenu. Donc, un article consacré aux émissions polluantes des voitures, effectivement, en milieu urbain, comme l'a dit Marc. Alors, je vais vous faire une présentation avec un plan très classique. Hein. Je vais vous présenter la raison pour laquelle on a commencé à travailler là-dessus. Le cadre, donc, qui en anglais s'appelle Shift, Avoid, Improve, donc changement de mode, évitement des déplacements et puis amélioration de l'efficacité pour un type de déplacement et de mode donné. Alors, le contexte d'Île-de-France que vous connaissez, je pense, un peu, en tout cas pour les gens qui sont dans la salle. Les données, et ensuite, première série de résultats qui concernent le coût environnemental associé à la mobilité quotidienne, celle qu'on utilise ici, en l'absence de changement. Et puis surtout, on étudie différentes options pour réduire ces émissions et on discute lesquelles ont le plus de potentiel. Ceci avant de conclure et de discuter les limites. Alors, c'est un papier qui s'inscrit, qui vient à la suite d'un autre qu'on a publié cette année, également avec Marion Leroutier, et qui se basait en partie sur les mêmes données, donc qui était consacré aux émissions de CO2 et de polluants atmosphériques, particules fines et oxyde d'azote, du trafic routier en Île-de-France, comme celui-ci, mais dans lequel on regardait, cherchait à identifier quel type de ménages émettent ces différents polluants et pourquoi. Et en particulier, on se focalisait sur les plus gros émetteurs. Ici,
on essaye d'aller du côté de la solution pour réduire ces impacts. Alors, bon, la motivation, je vais passer rapidement. Hein. Vous savez tous que le transport entraîne différents types d'externalités négatives. Ici, on va s'intéresser uniquement à deux, donc le changement climatique et la pollution atmosphérique. Sachant qu'à côté, il y en a plein d'autres, congestion, les problèmes de santé liés à la sédentarité. Donc, c'est un sujet sur lequel je travaille aussi avec d'autres collègues, enfin également Marion, mais d'autres collègues, donc Kevin Jean qui fait l'épidémiologie au CNAM, Audrey de Nazel qui en fait à Imperial College. Et donc là, on a commencé donc, dans un autre papier qui a été publié récemment. On a quantifié le co-bénéfice d'un scénario de transition énergétique, en l'occurrence le scénario négawatt, sur la réduction de la sédentarité, et donc à travers la mobilité active, donc marche et vélo. Mais ceci, fin de la parenthèse, on parlera pas davantage ici. Il y a aussi le bruit, les accidents, enfin bref, il faudra garder en tête en voyant le résultat qu'il y a d'autres types d'externalités négatives associées au transport qu'on ne quantifie pas ici. Alors, ces externalités, elles sont potentiellement plus élevées en milieu urbain, en particulier la pollution de l'air, parce que du fait de la densité de population, il y a davantage de victimes. Et puis, on peut se dire qu'en zone urbaine, c'est plus facile de réduire en particulier le trafic automobile parce que les alternatives sont plus praticables, à commencer par les transports en commun. Mais malgré ça, on a bien vu récemment que, y compris en zone urbaine, lorsque des politiques étaient mises en place, soit dans un but de réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit de réduction des émissions polluantes locales, on avait beaucoup d'opposition. Alors, c'est le cas des zones à faible émission qui se mettent en place tant bien que mal dans les métropoles françaises. Mais avec beaucoup d'opposition. On voit qu'en Ile-de-France, il y a eu plusieurs reports des prochaines étapes de la ZFE et toujours pas de contrôle efficace. Et puis, les taxes carbone, je vais pas même revenir sur l'épisode des Gilets jaunes. Donc, face à la fois à l'intérêt de ces politiques et aux controverses qu'elles suscitent, la question qu'on se pose, c'est bon, quel type de ménage serait impacté le plus par ces politiques, et puis quelles sont les alternatives à basse émission au déplacement en voiture. Alors, le cadre Avoid, Shift, Improve, on le reprend de travaux de Félix Kröstich, et ça a été repris dans le dernier rapport du GIEC. Donc l'idée, c'est que dans les transports, mais ça peut s'appliquer ailleurs, mais là, dans ces travaux, c'est sur les transports et nous aussi, c'est que les mesures pour réduire les émissions, on peut les classer dans 3 catégories. Donc Avoid, c'est, comme je disais, c'est éviter les déplacements, donc réduire le distance totale parcourue. Shift, c'est changer de mode de déplacement. Et Improve, c'est pour un même mode de déplacement et une même quantité de déplacement, en mesurant un passage de kilomètres par exemple, c'est d'aller vers des modes plus efficaces en énergie et avec alors là, dans les papiers d'origine, c'est sur le changement climatique, donc avec des énergies moins carbonées, mais on peut généraliser, comme on le fait ici, à d'autres polluants que le CO2. Donc, dans cet article, on se concentre essentiellement sur le shift. Donc, le passage de la voiture soit au vélo, éventuellement assistance électrique, soit au transport public. Et on donne juste quelques éléments sur le potentiel pour réduire les émissions du télétravail, donc ça, c'est dans la catégorie Avoid, et du passage au véhicule électrique pour la catégorie Improve. Alors, bon, l'Île-de-France, comme je disais, vous connaissez. Donc, on se concentre, comme je l'ai dit, sur 2 polluants qui sont considérés comme les 2 polluants directs, c'est-à-dire ceux qui sortent directement des pots d'échappement, qui ont les conséquences sur la santé les plus graves. Donc, les oxydes d'azote, et là, si on prend la concentration atmosphérique en dioxyde d'azote et NO2, on voit sur cette carte la concentration moyenne sur l'année 2015. Le seuil légal, c'est 40 microgrammes par mètre cube. Et donc, le seuil 40, ça correspond au rouge pâle.
Donc, tout ce qui est dans les nuances de rouge, c'est on est au-dessus de ce seuil moyen. Et on voit que tout Paris, sauf les bois évidemment, une bonne partie de la banlieue très proche, et puis toutes les zones qui sont à côté des grands axes routiers dépassent ou sont très proches de ce seuil. Et sachant que les nouvelles recommandations de l'OMS, c'est bien en dessous, c'est 10 microgrammes par mètre cube. Et 10, là, on est ce qui est en dessous de 10, c'est vraiment ce qui est en bleu, là, donc vraiment les zones rurales d'Île-de-France uniquement. Tout le reste dépasse ces seuils. Et sur les oxydes d'azote, le trafic routier, c'est plus de la moitié des émissions en Île-de-France. C'est des pointes ou c'est des moyennes annuelles? C'est les moyennes annuelles. Et il y a aussi, bien sûr, la question des pointes qui est importante également pour la santé. Alors, sur les particules fines, moins de 2,5 microns, les nouvelles recommandations de l'OMS, c'est 5 microgrammes par mètre cube. Et là aussi, on dépasse très, très largement. Une différence, c'est que le trafic routier, c'est une plus faible part des émissions, c'est autour de 20%. Il y a d'autres sources d'émissions, dont le résidentiel, l'agriculture, etc. Alors, face à ça, l'une des politiques que j'ai déjà mentionné, qui est mise en place de manière très chaotique, c'est la zone à faible émission. Donc, l'idée, c'est à l'intérieur de l'A86, donc c'est grosso modo Paris et une partie de la petite couronne, c'est d'interdire les voitures qui ont un niveau d'émission plus élevé qu'un certain seuil. Enfin, ça correspond aux catégories Euro 3, 4, 5, 6, etc., définies par l'Union européenne. Mais comme j'ai dit, c'est la montée en puissance de cette ZFE a été retardée plusieurs fois. Il n'y a pas de contrôle efficace jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a des politiques ambitieuses en place. Alors, les données. On se base d'abord sur l'enquête générale transport, qui est une grosse enquête sur la mobilité. Alors, ça s'appelle Enquête générale transport en Île-de-France et ailleurs en France. Je pense qu'il y aura une carte à la fin qui montre ce type d'enquête. Ça porte un autre nom, mais c'est vraiment le même principe. Donc là, ce qu'on utilise, c'est l'enquête générale transport 2010. Donc, les données ont été récoltées entre 2009 et 2011. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle couvre beaucoup de gens, 35 000 individus de 15 000 ménages. Et là, on a utilisé la base de données sur les jours de semaine, donc du lundi au vendredi. Et les enquêteurs ont demandé aux ménages leur déplacement de la veille, de manière à être sûr que les gens se souviendraient de tous leurs déplacements. Et nous, on se concentre sur les adultes uniquement qui ont fait au moins un déplacement la veille, parce que vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas déplacés du tout la veille. Donc, c'est 24 000 individus et ça fait 102 000 déplacements. Alors, un déplacement, en fait, dans cette base, il y a la notion de déplacement et la notion de trajet. Un déplacement, c'est aller d'un point à un autre, d'un point d'intérêt à un autre point d'intérêt. Mais pour ce faire, on peut faire plusieurs trajets. Par exemple, je suis parti de chez moi à vélo, donc ça c'est un trajet. J'ai accroché mon vélo, j'ai pris le métro, c'est un deuxième trajet. Ensuite, j'ai marché, c'est un troisième trajet. Mais tout ça pour faire un seul déplacement de chez moi à ici. Et donc, cette base, elle est imbriquée comme ça. Vous avez ménage, individu, déplacement, trajet. Et pour une partie de ce que je vais vous présenter, on se concentre sur Paris, c'est 24 000 individus, ceux qui ont utilisé la voiture pour au moins un trajet. Et donc, ça, c'est 13 000 individus. Et ça fait 46 000 trajets en voiture. Alors, évidemment, c'est un peu frustrant d'avoir uniquement des données de 2010. Le problème, c'est que l'enquête générale transport 2020, en 2020, il s'est passé un truc. Évidemment, le confinement, ça a bloqué l'enquête, mais on devrait quand même, dans les semaines qui viennent, récupérer alors, ce qu'ils ont réussi à faire en 2018-2019
Et donc, une partie des données, donc ça fera moins de données, nettement moins que le JT 2010, mais ça nous permettra davantage, on a déjà eu une petite partie des résultats, hein, mais ça nous permettra davantage de voir les évolutions qu'il y a eu entre 2010 et 2020. Oui. Sur les trajets en voiture, c'était par jour. Tout ça, c'est sur une journée, en fait. On a donné, oui. Est-ce que dans les années, vous arrivez à attribuer les mêmes sujets? Non. À vérifier s'il y a une dimension panel, mais c'est une bonne question. J'ai vérifié, c'est pour ça, ce serait bien. Ce serait utile. Alors, donc ça, c'est la première partie des données. Au-delà de ça, en fait, on a essayé de quantifier le temps que donnerait des déplacements, hein, une série de déplacements dans les différents modes de transport, c'est-à-dire transport en commun, vélo ou voiture. Ceci en utilisant Google Console Directions, donc le moteur que vous trouvez si vous utilisez Google Maps, mais là, pour le faire en masse, il faut payer. Alors, ça donne les résultats donc, pour du vélo standard, musculaire, comme on dit de nos jours. Et sachant que pour les vélos à assistance électrique, la vitesse est plus élevée. Donc, pour voir le temps en vélo à assistance électrique, on multiplie par la vitesse relative. Ce qu'on a trouvé comme données, c'est 15 km/h en moyenne pour le vélo standard et 19 pour le vélo à assistance électrique. On a aussi récupéré certaines données relatives aux stations de recharge de véhicules électriques pour voir les obstacles éventuels à l'adoption. On a identifié les ménages qui ont une station de recharge à moins de 500 mètres de leur maison avec OpenStreetMap et puis des données d'open data publiques. Et puis, on a calculé des facteurs d'émission, à la fois pour oxyde d'azote, particules et CO2. Et pour ce qui est oxyde d'azote et particules, on a aussi pris en compte le fait que les démarrages à froid, qui font que sur les premiers kilomètres, on émet plus de polluants atmosphériques locaux que sur les kilomètres suivants. C'est important parce que, comme vous savez, beaucoup de déplacements en voiture font en fait de toutes petites distances, donc avec le moteur froid. Et on calcule donc ces émissions au niveau du trajet. Et alors, pour les voitures individuelles qui sont la propriété du ménage, là, on a beaucoup d'informations sur la voiture, diesel, essence, l'âge, etc. Donc, on calcule des facteurs d'émission qui sont spécifiques à la voiture du ménage. Et en revanche, pour tout ce qui est transport en commun ou taxi ou voiture qui n'est pas propriété du ménage, là, on prend des facteurs moyens. Oui. Pour les stations de charge électriques, vous avez pu avoir la situation en 2010? Non, là on a la situation quand on a fait l'interrogation en 2020-2021. Donc il y a une surévaluation éventuellement de la disponibilité de cette infrastructure. Oui, si on se fait. Enfin, disons que oui, en 2010, clairement, il n'y avait pas cette infrastructure-là. Il y avait beaucoup de monde. Par contre, il y avait le système blocage. Le Autolib, hein. Autolib, ouais. Ouais, effectivement. Ouais, ça, bon, ça, on n'a pas l'info là-dessus. Alors, ça, c'est les facteurs d'émission pour les véhicules, enfin, pour les modes de transport hors la voiture propriété du ménage. Bon, pour le vélo et la marche, on considère que c'est 0. Pour les transports en commun électriques, c'est 0 pour les oxydes d'azote et le CO2. C'est 7. Alors, il y a des particules qui sont dues à l'usure des roues, des rails, des caténaires, mais ça reste des valeurs beaucoup plus faibles que la voiture diesel, par exemple. Bon, sur le bus, là, on a des oxydes d'azote, du CO2, taxi, voiture, également, bien sûr. Et les deux roues motorisées également.
Alors, dans la situation initiale, donc sans faire de report modal, on a calculé le coût, on a calculé le coût externe de ces émissions, mais d'abord, je vais vous présenter les parts modales. Donc ça, c'est les parts dans les modes de transport, présentées de différentes manières. À gauche, c'est la part dans les déplacements, donc sur le nombre de déplacements, sans pondération. Et on voit en jaune la marche et le vélo. On est à, en gros, un tiers des déplacements qui sont faits à pied, essentiellement à pied, un peu à vélo. Et la voiture, c'est une petite moitié, avec les transports en commun qui sont de l'ordre de 20%. Mais ça, c'est si on ne pondère pas du tout. Dès qu'on pondère par la distance, on voit que la part des déplacements à pied ou à vélo, elle tombe à pas grand-chose. Et que les déplacements alors, en transport en commun enfin, l'essentiel des déplacements se fait en transport en commun électrique ou en voiture. Avec la voiture qui fait un peu plus de la moitié des déplacements, donc ceci, c'est par kilomètre. Et si on calcule la répartition, enfin la responsabilité de ces modes de transport par type d'émission, ben là on voit quasiment que du rouge sur les trois dernières colonnes. Donc c'est oxyde d'azote, particules et CO2. Ça ne change pas grand-chose. On est toujours à plus de 90% des émissions qui sont causées par la voiture. C'est pour ça qu'on va se focaliser sur la voiture par la suite. Même si sur les particules, on voit que les transports en commun ont un rôle aussi, c'est ce que je disais, le gire des caténaires, des rails, des roues. Ouais, en Ile-de-France, le bus, c'est vrai que ça m'a surpris aussi, mais c'est vrai qu'on a. Après, on voit beaucoup les bus, mais quand ils vont lentement, là, on n'a pas présenté par temps. Mais c'est vrai que vu le temps qu'on passe dans les bus, ça ferait beaucoup plus. Oui, alors, à quoi sont utilisés, enfin, quels sont les buts des déplacements? Ça, c'est quelque chose qu'on a dans l'enquête également. À gauche, donc là, on a séparé, à gauche, les déplacements en voiture, à droite, les autres. Alors, on a toujours en tête les déplacements de domicile-travail, mais en fait, c'est à peu près un tiers des déplacements seulement sont du domicile-travail. Il y a d'autres déplacements professionnels qui sont, par exemple, la tournée d'un artisan. Donc ça, c'est noté Other Work, là, en gris. Mais même en additionnant les deux, on est en dessous de la moitié, que ce soit d'ailleurs pour la voiture ou nos voitures. Et après, on a d'autres motifs, les courses, accompagner quelqu'un, peut-être les enfants à l'école ou autre, loisirs et autres. On va utiliser ensuite dans nos scénarios les motifs de déplacement. Et enfin, là, ce qu'on présente ici, c'est sur cette carte de l'Île-de-France, la part des voitures, la part des utilisateurs de voitures, c'est-à-dire la part des gens qui ont utilisé au moins une fois la voiture dans la journée en question. Ils ont pu utiliser un autre mode de déplacement aussi. Donc, quand c'est bleu, y compris clair, on est à moins de 50% des gens qui ont utilisé la voiture. Et plus c'est rouge, plus on va vers 100%. Bon, sans surprise, Paris, la majorité des gens n'ont pas utilisé la voiture. De toute façon, la majorité des gens n'a pas de voiture. Et c'est vrai aussi pour une bonne partie de la petite couronne. Et puis, plus on va dans les zones rurales, plus on se rapproche du 5%. Donc là, les frontières les zones qui sont présentées ici, ce ne sont pas les communes, ce sont les zones d'échantillonnage de l'enquête. Parce que on ne peut pas descendre en dessous, parce qu'il n'y a pas la représentativité statistique. Mais vous voyez qu'on a quand même un balayage assez fin de l'Île-de-France. C'est quoi? C'est l'UX? Non, c'est spécifique à l'enquête, en fait. Ils ont fait des zones de sondage et en disant, vous pouvez analyser les résultats jusqu'à cette zone de sondage. On a les informations sur la commune, mais c'est plus gros, c'est beaucoup plus gros que l'IRIS.
Oui. Les distances aux stations de recharge, vous l'avez fait par rapport à la zone de championnat? Non, par rapport à l'adresse, on a les adresses, ouais, par carré de 100 mètres par 100 mètres. Dans les zones d'échantillonnage, c'est vraiment juste parce qu'il ne serait pas légitime de présenter des résultats plus fins que ça, géographiquement. Alors, le coût environnemental du statu quo, hein, alors là, on a pris la mobilité en 2010, mais les émissions uniques des voitures, elles ont quand même diminué entre 2010 et 2020, grâce justement aux normes euro qui ont été mises en place progressivement. Donc, on a attribué appliqué un facteur de correction qui a donc diminué les émissions entre 2010 et 2020, pour prendre en compte le fait que le parc soit plus efficace, un peu plus efficace pour le CO2, assez nettement plus efficace pour les particules. Et ensuite, on a utilisé les valeurs officielles. Alors pour le CO2, c'est celle du rapport Kinet. Donc en 2020, on va être à 84 € la tonne. Bien sûr, ce n'est pas traduit sous forme de taxe carbone, hein, qui s'est arrêté à 44 €. Et pour ce qui est oxyde d'azote et particules, on a pris les valeurs de référence proposées par la Commission européenne. Et ces calculs, c'est uniquement sur les jours travaillés. Hein, donc ça sous-estime le total. Bon, on arrive à quoi? On arrive à peu près 1 milliard € par an, donc de coûts externes des transports en comptant changement climatique et pollution atmosphérique. Et en fait, c'est réparti de manière quasiment égale entre les trois polluants qu'on considère. Le CO2, on en émet beaucoup plus, bien sûr, mais le coût par kilo est beaucoup plus faible et vice-versa. Donc, on est à peu près un tiers. OK, donc tout ça, c'est sans rien changer. Et maintenant, donc, comme je le disais, on s'est intéressé surtout au report modal, donc la partie shift du cadre Shift, Avoid, Improve. Alors pour ça, on a fait des scénarios. Donc notre but, c'était d'identifier les déplacements en voiture qui pouvaient être remplacés soit par du transport en commun, soit par du vélo. Alors, sachant que comme on étudie vélo et vélo à assistance électrique séparément, mais en fait, le vélo à assistance électrique a toujours plus de potentiel parce qu'il va plus vite et que le temps de trajet, c'est quand même l'une des limites qu'on a fixées. Donc, je disais, les contraintes qu'on fixe, c'est le temps de trajet, l'augmentation éventuelle du temps de trajet entre la voiture et le mode de remplacement, le type de trajet, donc le but du trajet, qui permet d'identifier à peu près, d'avoir une idée en fait de est-ce que ça pourrait se faire à vélo en particulier ou pas. Et puis pour le vélo, l'âge de la personne. Donc on a fait 3 scénarios. Notre scénario préféré, c'est le scénario 2. Le 1, il nous paraît quand même très optimiste et le 3, très pessimiste. Donc dans le scénario 1, on a dit, alors on fait l'analyse à ce qu'on a appelé une chaîne de déplacement. Donc c'est un ensemble de déplacements qui va du domicile au domicile. En se disant, si quelqu'un prend sa voiture, en se disant ça n'a pas de sens de simuler un scénario dans lequel, si la personne, par exemple, prend sa voiture pour aller à l'école, déposer son enfant, puis au travail, puis retour, ce qui est assez classique, ça n'a pas de sens de chercher s'il pourrait emmener ses enfants à vélo, si de toute façon il serait amené à prendre sa voiture après, parce qu'il n'aura pas sa voiture sous la main à l'école. Okay. Donc on a défini cette notion de chaîne de déplacement et on autorise les substitutions que si ça s'applique à la chaîne de déplacement dans son ensemble. Donc, 3 scénarios. Le premier, très optimiste, où on dit on s'autorise jusqu'à 30 minutes de temps supplémentaire sur cette chaîne de déplacement. On applique ça à tous les motifs de déplacement. Et limite pour le vélo, c'est moins de 70 ans. Bon, c'est pas mal demandé, c'est quoi quel est l'âge limite il y a plein de gens qui font du vélo après 70 ans, mais bon, il fallait fixer une limite. Et on n'a pas trouvé beaucoup d'études là-dessus.
Un monsieur qui part piloter le record du monde à 105 ans. Ouais, mais il était quand même très sportif, très jeune. Hein. Je ne conseillerais pas à tout le monde de s'en cesser. Mais c'est vrai que Haro, il avait un séminaire à vélo jusqu'à tout le monde n'est pas à Kenneth Haro. Donc, scénario 2, on se fixe 20 minutes maximum. Et là, on interdit certains motifs, comme alors, aller faire ses courses. Bon, là, ça se discute, évidemment, ça dépend avec un vélo cargo en particulier, on pourrait se dire, ça se fait très bien, voir les sacoches. Bon. Et oui, alors, ce que les déplacements liés au travail, qui ne sont pas du déplacement domicile-travail, c'est par exemple l'artisan qui va faire sa tournée. Bon, on a des plombiers à vélo, des électriciens à vélo, enfin, ça reste quand même très, très limité aujourd'hui. Donc, ça, on n'a pas inclus. Et puis, scénario 3, c'est un peu plus limitatif, on fixe 10 minutes maxi, et on interdit un autre type de déplacement qui sont quand il y a plus d'un passager. Donc, typiquement, ça va être emmener les enfants à l'école. Il y a des gens qui le font à vélo, bien sûr. Ça se fait en plus, vélo cargo ou autre. Mais bon, c'est des gens on dit que c'est quand même un frein supplémentaire. Voilà. Donc, on va tester ces 3 scénarios, sachant que le 2, c'est notre scénario préféré. Alors, on a calculé la différence de temps entre, d'une part, les déplacements en voiture et les déplacements en transport en commun, donc c'est en bleu, et d'autre part, déplacements en voiture et déplacements à vélo à assistance électrique, c'est en rouge. Donc ça, c'est la distribution cumulée. Hein, tu verras que des ordonnées, ça va de 0 à 1, de la différence de temps entre les deux modes. Donc, quand on est dans le négatif, ça veut dire qu'on va plus vite avec le mode alternatif. Quand on est dans le positif, ça veut dire qu'on va plus vite en voiture. Et si on prend les transports en commun, selon notre étude en tout cas, il y a quelques déplacements qui pourraient être faits, qui sont faits aujourd'hui en voiture, qui seraient faits plus rapidement en transport en commun, mais quand même pas beaucoup. Et si on prend la moitié du déplacement en question, on aurait quand même 1 heure de temps passé en plus. Donc, encore une fois, c'est l'échelle de cette chaîne de déplacement. Si on va passer la moitié des déplacements par du transport en commun, alors qu'avec le vélo à assistance électrique, on a quand même une partie non négligeable qui irait plus vite qu'en voiture, hein, ça va jusqu'à 20 minutes gagnées. Et la moitié des déplacements serait fait avec 20 minutes de plus, 20 minutes de plus qu'en voiture. Okay. J'ai une question qui est autant en rapport avec la construction des scénarios de diapositives précédentes. Est-ce que vous avez l'information sur le type de métier exercé? Oui, je pose cette question parce que typiquement, si on doit aller au travail en costume ou en tailleur, c'est plus compliqué de prendre un vélo et de risquer de prendre de la pluie que si on a un travail où on peut être habillé plus casual et donc on peut plus facilement se permettre d'arriver un petit peu mouillé ou un peu plein de sueur. Ça peut paraître anodin, mais est-ce que ce n'est pas un critère de choix important qui n'a pas l'air d'être pris dans le scénario? Alors, effectivement, on ne prend pas dans les scénarios. Je vais vous montrer tout à l'heure la répartition qu'on a sur les métiers, qui n'est pas hyper fine, mais il y a quand même de l'information. Après, bon, c'est aussi une question d'organisation sur le lieu de travail. Si on peut stocker, on peut s'échanger, etc. Mais, je suis pas sûre de bien comprendre le graphique. Ce que je lis, c'est que le vélo est beaucoup plus rapide que le public, que le transport en commun. Mais ça me paraît assez intriguant quand on considère les plus longs trajets de la banlieue vers Paris, par exemple. Le RER, c'est quand même un peu plus rapide que le vélo. Ouais, donc c'est une bonne question. Alors là, c'est uniquement sur les déplacements qui sont faits en voiture. Ouais. Donc, quelqu'un qui, par exemple, traverserait l'Île-de-France sur RER A, qui
quand ça va bien, ça va vite, c'est sûr, ça va beaucoup plus vite qu'à vélo. Mais lui, il n'est pas là-dedans parce qu'il n'utilise pas la voiture. Ça, c'est par rapport aux déplacements qui sont déjà faits en voiture. Alors, il y a des gens, bien sûr, ils prennent la voiture alors qu'il y a une chaîne de transport en commun qui va bien de chez eux à l'endroit où ils se rendent. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Bah, sans doute parce qu'en Ile-de-France, les gens ils prennent déjà souvent le transport en commun quand c'est possible. Ce qui est certainement différent dans un autre contexte. Je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincue avec l'exemple du plateau de Saclay. Ah. Tous les mais par exemple, il y a des grosses entreprises sur le plateau de Saclay, et alors qu'il y a des lignes de RER qui emmènent, en fait, tous les gens, ils habitent tout au long, par exemple, la Bourg-la-Reine, etc. Et plutôt que de prendre le RER, ils vont prendre la voiture jusqu'au plateau. Ouais. Ben, moi, mes collègues qui travaillent sur le plateau de Saclay, à l'agro ou autre, ils se plaignent plutôt des transports en commun, de l'absence de transports en commun. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin. Il y a quelques marches à monter, quoi. Mais, Ah oui, d'accord, si on descend. Ouais, on n'a pas pris en compte le dénivelé pour aller de Lozère à l'école polytechnique. Ok, non, je suis sûre que vous d'accord. Les déplacements en voiture, ils prennent en compte la circulation et les bouchons. Ouais, alors on a spécifié l'heure de déplacement. Donc, normalement, ça prend en compte les bouchons éventuels. Après, est-ce que Google n'a pas tendance à surestimer, sous-estimer Alors, dans le papier, on fait aussi une comparaison avec les temps de déplacement déclarés par les gens. Mais on ne se base pas directement là-dessus parce qu'on se dit que c'est quand même une idée assez approximative en fait, du temps qu'on a passé à se déplacer. Si on n'a pas, en général, on n'a pas noté avec précision. Mais ça donne quand même une référence. Il est possible s'il y a un biais, il nous semble que c'est plutôt que Google sous-estime le temps passé en voiture. Et donc, ça c'est un biais plutôt pessimiste sur la possibilité de remplacer ce déplacement en voiture selon nos critères. De l'autre côté, vous avez fait feedback parce que c'est une critique sur un truc là, mais c'est-à-dire si je dis que 50% des trajets pourraient être faits à vélo avec moins de 2 minutes de différence, mais si tout le monde le faisait, du coup, tu as moins de du coup, tu réellement. Oui, il y a un effet rebond qu'on mentionne et qu'on discute un petit peu, mais qu'on ne peut pas quantifier. Oui. Moi, j'ai une autre remarque. Si finalement c'était si facile que ça de basculer sur le vélo, un peu comme Energy Efficiency Gap, pourquoi on ne le fait pas? C'est qu'il y a cette notion de coût caché. J'en ai déjà évoqué un tout à l'heure, et là, je pense à un second avec l'exemple du plateau de Saclay. Alors moi, je ne vais pas au plateau de Saclay, mais la semaine dernière, il se trouve que j'y suis allé, et c'est un réseau routier. C'est pas tellement, enfin, j'ai pas eu l'impression, en tout cas, c'est ce que j'ai pris comme logiciel en voiture, mais j'ai pas l'impression que les routes que j'ai prises, c'est des routes que j'aurais facilement prises à vélo. Oui, complètement. Il y a des questions de sécurité, rien que dans de sécurité routière. Donc, il y a peut-être toute une série de coups cachés qui expliquent que finalement, on a l'impression que ouais, ça peut être très bien et que ça ne se fait pas. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais, la seule chose qu'on quantifie monétairement, ce sont les émissions. Mais c'est clair qu'il y a des aménités ou des aménités associées aux différents modes de transport. Celles-là, on ne cherche pas à les quantifier ici, parce qu'on fixe des critères qui sont pas ceux-là. Ceci étant dit, ces coûts cachés, c'est quelque chose sur lequel les pouvoirs publics peuvent agir en partie, clairement sur la sécurité à travers les infrastructures cyclables. On cite un peu des enquêtes dans lesquelles, il y a pas mal d'enquêtes dans lesquelles on demande aux gens qu'est-ce qui vous freine dans le fait d'utiliser le vélo, qu'est-ce qui ferait que vous l'utiliseriez davantage, et les infrastructures arrivent au premier plan. Assez systématiquement. Et après, il y a aussi, quand on compare les dynamiques dans les différents pays,
on se rend compte qu'il y a des écarts énormes sur le taux d'utilisation du vélo, typiquement entre Pays-Bas et Danemark et la plupart des autres pays européens. Et, et pourtant, ils ont une météo qui est quand même très défavorable. Et il pleut beaucoup plus qu'en France et il y a beaucoup plus de vent. Alors certes, c'est plus plat, mais avec le vélo à assistance électrique, les côtes, c'est plus vraiment un problème. Donc, mais là, il y a une question d'habitude, il y a une question de mimétisme, il y a des questions de sécurité par le nombre aussi, où quand les conducteurs sont davantage de voitures et de camions sont davantage habitués au vélo, ils font plus attention. Donc le risque par cycliste, il diminue. Donc c'est tout ça qu'il faudrait prendre en compte pour traiter ces questions, mais tu as complètement raison, hein, c'est très important. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça donne dans nos trois scénarios? Déjà, vous voyez, ce qu'on a calculé ici, c'est la part des déplacements tout en haut ici, pour lesquels il est possible de basculer de la voiture au vélo à assistance électrique. Mais que ça change beaucoup entre les scénarios, hein, de 56% dans le scénario 1 à 10% dans le scénario 3. Ensuite, j'ai uniquement discuté le scénario 2, qui est selon nous le plus réaliste. Donc là, on a 35% de substitution possible sur le vélo, 5% de la voiture vers le transport en commun et 36% soit vers l'un, soit vers l'autre. Donc, ce n'est pas du tout additif, hein, sinon on sera à 40%. Ça veut dire que la plupart des déplacements qui sont substituables vers le transport en commun le sont aussi vers le vélo à assistance électrique. 36% des déplacements, mais quand on calcule sur le total des émissions, c'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ce qu'on remplace, c'est surtout des trajets pas très longs. Et donc, en part des émissions évitées, on arrive à peu près 15%. C'est à peu près la même chose que plus pas le polluant. Donc, il reste quand même 85% des émissions dans ce scénario 2 qui fait des trajets qui continueraient à être faits en voiture. Quand on attribue une valeur monétaire à ces émissions, hein, selon les valeurs que j'ai indiquées précédemment, on est à peu près à 600 000 euros par jour, ce qui fait à peu près 140 millions d'euros d'effets externes évités par an, dont un tiers changement climatique, 2 tiers pollution atmosphérique. Donc c'est voilà. Bon, après, et on a regardé aussi le changement dans le temps de trajet. Donc toujours dans ce scénario 2, si on bascule de la voiture vers un mode alternatif, c'est essentiellement le vélo. Et là, on a, vous voyez, là encore, à gauche, ce sont les déplacements pour lesquels on aurait qui se fera en moins de temps. Et à droite du zéro en positif, c'est ceux qui se font en davantage de temps. Et quasiment presque la moitié des déplacements, en fait, ils se font en moins de temps s'ils étaient faits soit transport en commun, soit vélo, que s'ils étaient faits en voiture. Oui. Ce que tu nous as montré juste sur le slide, est-ce que vous ne pouvez pas aussi regarder en termes de temps perdu entre guillemets, quelle est l'opportunité pour mettre en... Oui, on pourrait faire ça effectivement. On ne l'a pas calculé pour l'instant. Et ensuite, on s'est demandé quelles sont les personnes qui sont les plus dépendantes de la voiture. Alors, on a défini du coup 2 groupes de personnes. Ceux qu'on a appelés les shifters, donc ceux qui peuvent basculer de la voiture vers une alternative pour toutes les chaînes de déplacement qu'ils ont réalisées pour l'enquête, les gens doivent enquêter. Et ce qu'on a appelé les dépendants de la voiture, c'est tous les autres. Bon, parmi les dépendants de la voiture, il y a une partie ils pourraient remplacer une partie de leur chaîne de déplacement par autre chose que la voiture, mais pas tous, selon les critères du scénario 2. Donc, on trouve dans le scénario 2 60% de dépendants de la voiture,
Alors, c'est 60% parmi les gens qui utilisent la voiture. Là, dans ce calcul, on laisse de côté tous ceux qui ne l'utilisent pas et qui sont très nombreux en Île-de-France. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces dépendants de la voiture par rapport aux autres? D'une part, ils se déplacent, ils ont des déplacements nettement plus longs, 35 km de distance médiane contre 10 pour les autres. Et puis géographiquement, là aussi, sans grande surprise, les dépendants de la voiture, ils sont beaucoup plus en grande couronne sont quasiment, qu'à Paris ou en petite couronne. Donc là, à nouveau, tout ce qui est bleu, on est à 50%, on est à moins de 50% de dépendants de la voiture. Donc c'est Paris, c'est quasiment toutes les Hauts-de-Seine et grosso modo moitié de Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Et les autres, on est à plus de 50% de dépendants de la voiture. Il va y avoir une grosse hétérogénéité à l'intérieur des tiers dépendants. Il y en a peut-être qui ont 10% de leurs déplacements qui sont dépendants et d'autres 90, quelque chose comme ça. Oui. Alors là, on a regardé un peu, je n'ai pas les chiffres en tête. C'est vrai qu'on pourrait raffiner en indiquant des semi-quarts dépendants. Oui, quelque chose comme ça. Des catégories sur Internet. Oui. Effectivement. Alors là, c'est peut-être un peu du mal à voir au fond. On a essayé d'identifier ces ménages dépendants, enfin ces individus dépendants de la voiture. Donc, on a toute une série de caractéristiques dans l'enquête. Et donc, on a étudié les choses en deux parties. D'une part, sur l'ensemble de nos personnes, y compris ceux qui ne sont pas en emploi. Du coup, ce qu'on a regardé, on a regardé tout ce qui n'était pas lié à l'emploi, par définition. Donc, ce qu'on voit, on voit des choses assez classiques. Donc là, il y a le zoom qui m'empêche de voir ce qu'il y a en haut, mais c'est pas grave, de mémoire. Évidemment, dans Paris, les gens. Alors, on a catégorisé les gens, ceux qui habitent dans Paris en petite couronne et en grande couronne. Bon, de manière peu surprenante, il y a beaucoup moins de dépendants de la voiture dans Paris et beaucoup plus en grande couronne comparé à la petite couronne. Ceux qui ont un arrêt de transport en commun ferré à moins de 1 km sont beaucoup moins interdépendants. Désolé pour l'anglicisme. Les femmes sont moins dépendantes à la voiture aussi que les hommes. Les pauvres le sont moins que les riches. Les étudiants le sont moins également. Oui. Ouais. Pour moi, c'est à partir du moment où il y a une poussette, on arrête de prendre le transport en commun parce que c'est impossible. Parce que cette vie, par exemple, le résultat est vraiment très étrange chez les femmes. Ouais. Alors, en fait, on retrouve ça. C'est un résultat qu'on retrouve. Alors, il y a deux choses. Elles sont moins dépendantes. Ah oui, du coup, parce que la répartition des tâches sont plus, leurs tâches sont plus de déplacement. Est-ce que ça veut dire si elles sont moins dépendantes, ça veut dire qu'elles surutilisent leur voiture par rapport c'est-à-dire qu'elles pourraient plus facilement, selon nos hypothèses, se passer de la voiture. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Alors, dans le premier papier que j'ai mentionné, là, on regardait les émissions associées au fait d'être homme versus femme, sans regarder les alternatives, et on trouvait que les femmes polluaient moins, côté pollution atmosphérique, pour différentes raisons. Elles ont des plus petites voitures, elles se déplacent moins. Bah ouais, c'est quand même l'homme qui a la bonne bagnole, faut pas déconner. Vous avez rêvé, je n'arrive pas à pouvoir dire un peu mieux, mais à croiser femmes et richesses, des femmes que vous avez. Ouais, alors ça, c'est du. Là, on est en relation multivariée. Dans le papier, et j'ai aussi un graphe à la fin où on fait séparément chaque variable, on trouve le même résultat là-dessus. Okay.
Bon, parce que vous avez quand même il y a quand même pas mal de problèmes dans ce cas. Hein. Vous avez des voitures, tout simplement. Oui, oui. On utilise la deuxième voiture, la première. Je ne vous demande pas l'ordre, mais pas forcément parce qu'on a absolument besoin, etc. Vous avez la deuxième voiture et la deuxième voiture. Du coup, ça veut bien dire qu'elle utilise trop la voiture par rapport à ce qu'elle dit dans l'exposition. Après, on peut dire que tout le monde utilise trop, si on c'est pas le jugement de valeur, c'est juste que ça, je comprendrais moins qu'on dise qu'elles ont moins besoin. Ouais. Parce que pour moi, effectivement, je connais des femmes qui ont des enfants à Paris qui utilisent leur voiture. Il y a des déplacements qu'avant elles faisaient à pied, mais pousser dans le métro, c'est pas possible. Dans un bus, en ce moment, c'est possible. Donc on prend la voiture parce qu'on peut mettre la poussette et ça qui marche. Et puis ça ne m'étonnerait pas que les femmes, effectivement, même entourées de transports en commun, il y a une plus grosse proportion de femmes qui utilisent la voiture. Plutôt qu'un transport en commun. Donc si ça va dans ce sens-là, je comprends que ça va dans l'autre sens. Ouais, c'est certain. C'est vraiment en relation avec ça, mais enfin, moi, ça me fait penser aux indicateurs de. Il y a plein d'indicateurs de pauvreté énergétique et il y a de nouveaux indicateurs sur la pauvreté de transport. Je pense par exemple au papier de Andrea Ragel et Julie Netta justement là-dessus. Et je pense que possiblement les mettre en relation avec ce travail-là pour faire la différence entre quart dépendant et pauvreté transport, qui est une question de choix et pas avoir d'autres alternatives, ça pourrait permettre d'éclairer le. Oui, tout à fait. Il y a André Berry qui avait travaillé sur ce type d'indicateur aussi il y a quelques années. Ok. Oui. Après, juste pour compléter, après, quel que soit le pays, quel que soit les modes de transport, les femmes ont tendance à avoir des distances, même si je travaille plus chaud. Ouais. Ça, c'est vrai. On retrouve ça aussi. D'ailleurs, ce serait intéressant de creuser dans quelle mesure c'est lié à l'occupation ou pas. Ça peut même, enfin, je dis ça, c'est une hypothèse, ça peut être un choix de localisation. Oui. Et ça peut être un choix au niveau du couple de se localiser près de là où la femme travaille, en se disant c'est l'homme qui va faire l'organisation. Ça peut être mais ça peut s'expliquer comme ça aussi. Ça peut s'expliquer aussi par le fait que si c'est la femme qui, en plus d'aller à l'école, va au travail, va à l'école, etc., il faut que le temps de trajet soit limité. Oui. Je pense aussi que les femmes n'ont pas le même temps de travail que les hommes. Il y a plus de femmes qui travaillent à temps partiel, qui choisissent les hommes. Et ça joue forcément sur leur déplacement. Ouais. Je pense qu'il y a en fait tout un article à faire. En tout cas, ce qu'on retrouve ici, en tout cas, ce qu'on a trouvé dans le premier article, c'est assez proche de ce que d'autres chercheurs ont trouvé sur d'autres villes dans d'autres pays. Une question là-dessus? Alors, ouais. Oui. Est-ce que, par exemple, le nombre de trajets, hommes-femmes, le trajet c'est pas, parce que pour moi, j'en ai différemment, on peut juste donner ce travail. C'est un peu plus. Si on dit, alors c'est enfant à l'école du matin, travail, après je vais réussir dans l'éducation sur l'activité extrascolaire, je reviens, je reste. Du coup, enfin, c'est surtout que je vais faire des mêmes effectivement sur ce scolaire, mais c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait un choix. Je pense qu'il y a une répartition, potentiellement qui serait visible dans le nombre de trajets, par exemple, différents. Ouais. Effectivement. Ouais. Alors, l'exemple de tous les trajets qu'elles font sont en soi plus courts, mais en fait, c'est une multiplicité de nombre de trajets. Ouais. C'est pour ça qu'on peut le mettre aussi. Effectivement, c'est peu le temps perdu que c'est un seul trajet. Ouais. Ouais, tout à fait. Les données existent. Là, je ne peux pas vous donner la réponse comme ça. Mais en tout cas, oui, ce sera cette dimension-là, elle vaut le coup d'être posée davantage. Alors, les retraités, pourquoi eux, ils sont plus carte dépendante? Ça, c'est un peu par construction notre critère de 70 ans qui joue, certainement. Donc, à gauche, là, c'était sur tout notre ensemble d'observations. Et à droite, c'est uniquement sur les personnes qui sont en emploi. Donc, du coup, on a des critères en plus qui sont
Le type de déplacement domicile-travail, quand c'est du Paris-Paris, évidemment, c'est beaucoup plus facile de sortir de sa voiture que quand c'est du banlieue-banlieue. Et ensuite, on a regardé alors oui, on a regardé le fait d'avoir des horaires atypiques. Amène forcément à être plus dépendant de la voiture, tout simplement parce que les transports en commun sont inexistants ou moins fréquents. Et ensuite, par type d'activité, donc c'est pour répondre à Marc, on n'a pas une répartition très fine des activités, mais on voit quand même que, par exemple, les artisans, par exemple, les artisans, eux, sont plus dépendants à la voiture du fait du type de déplacement qu'ils font. Oui. Comment vous expliquez que sur l'échantillon de métropole, les bas revenus sont moins dépendants à la voiture que les. C'est bien sûr que ce n'était pas évident au départ. On pourrait penser que c'est plutôt l'inverse. Ouais. C'est de France. Mais comme ils ont fait, si j'ai bien compris, votre outil de mesure, c'est en particulier la distance que ça va rajouter de transiter. Et donc souvent, les cadres, ils habitent plus loin parce qu'ils ont la maison en banlieue. Ça. Et donc, ils ne peuvent pas changer de mode sans rajouter plus d'une demi-heure. Alors que souvent, les gens qui ont des plus bas salaires, ils ont un petit appartement au 8e étage et ils peuvent prendre des transports en commun. Chez les gens riches, je pense qu'on en parlait plus. C'est pas si net en Ile-de-France. Plus tu montes dans ta carrière, plus tu as une grande maison. Non, dans Paris, il y a énormément de pauvres aussi. Hein. Les riches n'habitent que en banlieue. Ils n'habitent pas que en banlieue, mais clairement, les riches, là, on est juste en 3/3. Hein, on ne parle pas des ultra riches, mais le tiers du dessus, il a des déplacements beaucoup plus longs. Vous avez gardé tous les motifs de déplacement ou est-ce que vous avez gardé tous les motifs contraints? Déjà, vous êtes sur une semaine, vous n'avez pas le week-end dans. Ouais. Vous êtes sur le lundi, vendredi. Ouais. Et du coup, je me demandais s'il y avait une différence, par exemple, si on enlevait les jeux par rapport aux autres, s'il y avait sur que des trajets contraints, s'il y avait une différence au niveau des J'ai pas ça en tête, je ne peux pas vous dire que ça change. Donc, dans le scénario 2, on a enlevé les déplacements liés au travail, mais qui ne sont pas du déplacement domicile-travail. On a enlevé faire les courses. On aimerait évidemment avoir plus de finesse, savoir si les gens ils ont ramené 500 grammes de course ou 20 kilos ou d'autres types d'enquêtes. Oui, puis une question dans le chat qui demande pourquoi il n'y a pas de commuters entre Suburbs et Paris. Oui, parce qu'à chaque fois, pardon, j'aurais dû le dire, ces résultats ils sont présentés par rapport à une référence qui est indiquée dans l'article, mais là déjà c'est un outil, je ne l'ai pas présenté sur l'écran. Et par exemple, on a le fait d'avoir un arrêt de transport en commun ferré à moins d'1 kilomètre, c'est par rapport au fait de ne pas en avoir. C'est pour ça que je montre le résultat pour les femmes, c'est par rapport au fait d'être un homme, et ainsi de suite. Donc, c'est quand il y a une catégorie qui n'apparaît pas, c'est la référence, c'est le 0. Quoi. OK, donc, oui. Ça, c'est pour le scénario 2. Et pour le scénario 1, où on a du coup la limite quand il y a une personne de plus dans la voiture, par exemple, c'est pas compté. Est-ce que le fan disparaît? Je n'ai pas ça en tête là. Il faut vraiment faire un article uniquement sur cette question. Il y a plein de choses à dire. Non, mais c'est vrai. Ouais. OK. Donc, je m'arrête là pour ce qui est résultat sur le choix modal. Alors, sur les deux autres dimensions du cadre, on pouvait faire beaucoup moins de choses avec nos données. Donc, on s'est d'abord demandé qu'est-ce que le développement du télétravail pourrait apporter. Alors, on a supposé que pour certaines
certains types de professions, ce n'était pas possible. Travailleurs manuels, agriculteurs, artisans, patrons, bon, ça se discute, mais enfin, les hypothèses qu'on a prises, et que de même, si les gens travaillaient dans une usine, au domicile d'autres personnes, typiquement, ça peut être service au domicile, etc., dans un hôpital ou dans une école ou dans un commerce, le télétravail n'était pas possible. Et pour les autres, il était possible. Donc, et si on se limite à ceux qu'on a considérés dépendants de la voiture dans ce 1 et 2, qu'est-ce que ça donnerait? Seulement 13% des gens pourraient, qu'on identifie là comme pouvant faire du télétravail, il n'y en aurait que 13% parmi ces gens qui déjà n'auraient pas pu basculer sur ce changement au vélo, selon nos hypothèses. Et bon, si on considère qu'ils travailleraient du télétravail 2 jours par semaine, ce qui est un peu dans les accords collectifs ce qui ressort post-Covid, ça réduirait les émissions de 5%. Donc, on peut dire que ce n'est pas énorme. En tout cas, c'est moins que ce qu'on a identifié avant. Parce que du coup, la mobilité au chaîne de déplacement, il y a juste domicile de travail. Ça se passe si tu as. Ah oui. Oui, parce que du coup, si tu as je vais à l'école, je travaille, je suis à l'école chez moi, là, tu n'es pas considéré comme télétravail. Ouais. Et donc, si tous les télétravailleurs potentiels le faisaient, voilà. Donc, même ceux qui, sans considérer le fait de changer de mode, on aboutirait un peu plus, 6 ou 7% selon les polluants. Bon, là encore, on voit que c'est un potentiel quand même plus faible que ce qu'on avait vu précédemment. Mais c'est lié au fait, ce que j'ai montré au départ, en fait, les trajets domicile-travail, c'est dans les 40% des déplacements. C'est pas, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Et enfin, on a voulu apporter quelques éléments, alors très limités, hein, sur possibilité ou les freins de passer au véhicule électrique, parce que selon nos résultats, même dans nos séries 2, on a quand même 85% des émissions qui sont toujours là. Bon, ça veut dire qu'il faut que les véhicules soient moins polluants, donc à terme soient électriques. Donc, on a regardé qui pourrait déjà recharger son véhicule avec les infrastructures qui existent aujourd'hui, et donc pas en 2010, mais bien aujourd'hui. On a 78% des personnes qu'on a identifiées comme dépendantes de la voiture qui ont un parking privé sur leur lieu de résidence. Donc, on peut dire qu'ils devraient pouvoir installer une borne de recharge. Et parmi les autres, il y en a 19% qui ont accès à une borne de recharge publique à moins de 500 mètres de leur domicile. Sachant que, bon, 500 mètres, c'est peut-être beaucoup, mais c'est quelque chose qui se développe quand même progressivement. Donc, ça ne paraît pas un obstacle important pour vraiment peu de gens. En fait, on peut se dire que les gens, une grande partie des dépendants à la voiture sont en maison individuelle, ou en tout cas ne sont pas en zone ultra dense, donc ils ont une place de parking. En tout cas, c'est la tendance. En matière de... Oui. Vous venez de dire qu'ils ont accès à des endroits de recharge publics dans certains rayon, mais c'est là combien de personnes intérieures et c'est une infrastructure récente. Oui, ça c'est juste. C'est sûr que si beaucoup de gens se mettent à avoir une voiture électrique, il faut plus de points de recharge. Et on a regardé quel était le pourcentage des dépendants de la voiture qui conduisent plus de 200 km par jour. Bon, il y en a moins de 1% dans l'enquête, mais c'est une enquête qui est limitée au déplacement à l'intérieur de l'Île-de-France. Vous avez une partie des gens qui font des déplacements, qui franchissent les frontières de l'Île-de-France, et eux, ils ne sont pas dans l'enquête. Bon. Mais à part pour cela, l'autonomie ne semble pas un problème majeur pour les déplacements quotidiens.
Voilà, et puis il faut garder à l'esprit que même avec le véhicule électrique, vous avez quand même des émissions de particules qui sont liées aux pneus, à l'usure des pneus, des freins, des routes. Alors, pour conclure, donc notre principal résultat, je dirais, c'est parmi les options de type évitement ou report modal, qui semble avoir le plus gros potentiel, c'est le basculement depuis les voitures vers les vélos, en particulier à essence électrique. Puisque dans le scénario qu'on a considéré le plus raisonnable, ça fait en gros un tiers des déplacements et 15% des émissions en moins. On trouve moins de potentiel pour les transports publics, les transports en commun et le télétravail. Mais dans tous les cas, on reste à 85% des émissions. Et donc, la nécessité d'options du type improve, donc de réduire les émissions polluantes des voitures. Et enfin, si on se focalise sur les dépendants de la voiture, bon, qu'est-ce qu'on voit comme catégorie qui aurait le plus de mal à s'en passer? Des gens qui travaillent dans horaires atypiques, travaillent dans des commerces, qui font des déplacements pendulaires, banlieue, etc. Alors, il y a pas mal de limites, on a déjà discuté certaines. Il y a aussi le fait qu'on se base sur le réseau de transport en commun d'aujourd'hui. Bon, une fois que les chantiers du Grand Paris sont terminés, une partie des déplacements qui pourront être faits plus facilement en transport en commun. Je ne pense pas que ça change très massivement les résultats, mais ce sera à prendre en compte. Sur le plateau de Saclay, là, ça va changer les choses un jour. Oui, autre hypothèse importante, c'est que là, on n'a pas pris en compte la possibilité de déménager pour se rapprocher de ces lieux d'intérêt, en particulier de son lieu de travail. On ne prend pas en compte non plus la possibilité de combiner vélo et transport en commun, par exemple avec un vélo pliant qu'on mettrait dans les transports en commun. Et là, intuitivement, je pense que c'est un gros potentiel. Et puis, c'était la remarque de Philippe tout à l'heure, on ne prend pas en compte tout ce qui est effet rebond. Alors, si beaucoup de gens changent de mode, d'une part, il y aura plus de place sur les routes que les voitures, donc moins de temps passé pour ceux qui restent en voiture. Les transports en commun sont déjà totalement saturés aujourd'hui, si on met plus de gens dedans, etc. Pour le vélo, bon, après, c'est plus complexe et ça dépend aussi beaucoup des choix d'infrastructure. Oui. J'ai une question, j'attendais d'arriver aux conclusions pour la poser, parce que je me disais que ça allait peut-être arriver dans les diapositives, mais il y a quelque chose qui m'a frappant, qui ne m'a pas étonné depuis d'abord, mais sur la répartition spatiale. Au début, on a une carte qui montre que là où la pollution est la plus intense, c'est le cœur de Paris. On a eu un peu plus loin une carte qui a montré que là où sont situés les gens les plus dépendants de la voiture, c'est la grande banlieue. Vous n'avez pas simulé, ou c'est juste pas présenté dans les diapos là, l'impact géographique, la cartographie de la baisse des émissions selon vos différents scénarios. Est-ce que vos différents scénarios vous indiquent où finalement ils vont réduire les émissions? Est-ce que ça va résoudre le problème à l'intérieur de Paris? Donc, effectivement, est-ce que ça peut aider à comprendre par rapport aux débats sur les ZFE, etc. ou pas? Ou est-ce que c'est affirmé en banlieue qu'on baisse? Parce que c'est assez bizarre, ça. Les quarts dépendants, ils sont à l'extérieur. La pollution, elle se fait à l'intérieur de Paris. J'ai l'impression qu'en fait, on va surtout réduire les émissions en banlieue. Alors, la difficulté pour faire ça, c'est que les émissions, en tout cas sur les particules, ne restent pas sur place. Et pour bien prendre ça en compte, il faut ce qu'on appelle un modèle de chimie transport atmosphérique. Et en particulier, parce que les cartes que j'ai montrées, c'est les cartes de concentration en NO2. Mais ça prend en compte les transformations chimiques des oxydes d'azote dans l'atmosphère et le vent qui va les déplacer. Donc, pour prendre ça en compte, il faut cette étape-là. C'est quelque chose que mon collègue Kevin Jean va essayer de faire là, à l'échelle de la France sur des scénarios ADEME. Mais en tout cas,
certes, il y a plus de pollution à l'intérieur de Paris parce qu'il y a plus de gens. Et même si une plus petite proportion de gens prennent leur voiture, il y a quand même plus d'activités. Alors déjà, il n'y a pas que le transport, mais c'est une question de densité de population, beaucoup qui génère les concentrations. Mais après, sur l'ARS, l'Agence régionale de santé, a fait une étude sur l'opportunité de la zone à faible émission en testant différents scénarios et différentes géographies de cette ZFE et en prenant en compte tout ça. Et c'est là qu'ils arrivaient à la conclusion que le faire dans Paris intramuros, c'était très peu intéressant, que le faire à l'intérieur de la 86, en revanche, ça avait un bénéfice nettement plus élevé. Mais en fait, bénéfice environnemental. Un bénéfice environnemental et sur la santé, du coup. Mais on peut imposer un coût ouais. Pour ceux qui, justement, par exemple, sont dépendants de la voiture pour aller travailler plus sur Paris. Oui, et c'est d'ailleurs un point qu'on mentionne dans l'article, le fait que les aides, dans le cas de la ZFE, sont pour les gens qui habitent à l'intérieur de la 86, mais il y a des gens qui habitent à l'extérieur pour aller travailler à l'intérieur. Et c'est pas forcément écologique. Tout à fait. Oui. J'ai deux questions. Une qui est un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous avez usé des déplacements qui passent par Paris? En tout cas, la communication de la matérielle, c'était disons empêcher que les gens prennent des scènes, qu'on traverse par les lignes, sur les 3 LDF je ne sais pas du tout dans la mesure où il y a des déplacements interbanlieues qui passent par Paris et qui seraient portés par la banlieue. La deuxième question, c'est sur quand est-ce que vous avez récolté les données? Alors, les données de l'Hôtel Général Transport sont celles de 2010. Ensuite, on applique. C'est ça qui fait qu'on n'a pas les données de JT 2020. Et sinon, votre question. Ouais. Alors, dans l'enquête, on a juste le point d'origine, le point de destination. On ne sait pas quelle route ils ont prise. Donc, après, nous, on peut. Après, il faut utiliser un moteur. Il faudrait utiliser un moteur comme celui qu'on a utilisé de Google pour simuler par où il passe. Mais on n'a pas regardé ça. Sur les questions de santé, sur le débat, il y a un gros débat sur la fermeture de certaines zones de voitures. Nous avons une personne de Paris qui est formée par et du coup, il y a un peu un report, notamment sur le commerçant au nord. Et les commerçants, ça va vraiment sentir une baisse de leur santé. Il y a plus de ça, parce que en fait, les LFE et les zones qui ferment le trafic, elles ont un effet hyper pervers sur les zones juste à côté. Il y a le report de transformation. Je ne sais pas dans quelle mesure ça augmente ou ça baisse le coût social bah, j'ai vu passer quelques études là-dessus et ça semble être vraiment du cas par cas. Hein, et une étude que j'ai vue sur Londres, c'est que ça diminuait également les émissions en périphérie. En revanche, oui, une étude connue sur les quais de la Seine pour augmenter les émissions autour du périph'. Donc, je ne pense vraiment pas qu'on puisse faire une règle générale à partir de ça. Aux États-Unis aussi, j'ai vu une étude sur un Geographic Paper là, en ce moment qui lui concluait un effet positif, y compris en dehors de la zone. Mais ouais, il n'y a pas de raison qu'il y ait une règle générale en fait. C'est le moment pour poser des questions. Ouais, et juste pour dire, le type d'enquête qu'on a utilisé, il y en a un peu partout en France, donc c'est vraiment tout à fait possible de répliquer ce type d'études. C'est le CEREMA qui a centralisé la méthodologie et donc on a toute une série d'enquêtes qui sont vraiment comparables. Voilà, merci. Et ça, c'est le lien si vous voulez télécharger l'article qui est en révision en ce moment, donc commentaire bienvenue. Il y a quelques questions en ligne. Ouais, il y a quelques questions en ligne. Alors peut-être que tu as déjà partiellement répondu, mais je vais les poser telles quelles. Quelles seraient les recommandations qui en découlent en matière de politique publique, notamment pour l'amélioration des ZFE existantes et des futures ZFE à mettre en place pour 2025? Et voilà, c'est une question.
brièvement, même si on en a déjà un peu parlé. Bah, des choses que j'ai déjà dites, mais les aides au changement de véhicule liées à la mise en place des ZFE doivent pas être limitées aux gens qui habitent à l'intérieur de la ZFE. C'est vraiment un des points importants. Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit en fonction du lieu de travail, par exemple? Oui, là, je pense que Les aides spécifiques aux ZFE, quel poids par rapport aux aides nationales, parce que les aides au sein du territoire, des véhicules qui sont plus significatives. Qu'est-ce que rajoute les aides spécifiques aux ZFE à 1%, 10%, 20%? bah, ça dépend des cas. Hein, j'ai pas de... C'est marginal. Hein, ouais. Okay. Par rapport au plan national, ça ne pas énormément. Une autre question, la valeur de l'action pour le climat, donc rapport Kiné, a plus que quintuplé entre les deux rapports, de 54 € à 250 € la tonne, et concerne actuellement des projets d'investissement à l'horizon 2030. Elle sert à évaluer le rapport coût-efficacité des projets ou d'actions climatiques. Comment l'applique-t-on à vos scénarios? Nous, on calcule les émissions de CO2 évitées. Ensuite, on peut appliquer différentes valeurs de la tonne de carbone. Hein. C'est vrai que mais enfin, ça c'est très direct. Et ensuite, on peut tenter de quantifier de manière un peu générale les avantages et inconvénients des différents scénarios, comme proposait Philippe pour la valeur du temps, par exemple. Vous avez pris 4,5. C'était, oui, parce que c'était la valeur en 2020. Là, les chiffres qui ont été mentionnés, c'était 2030. Oui. Une autre question concernant la mobilité en voiture. Vous n'avez pas considéré dans votre travail les bio-GNV, qui ont pourtant des bénéfices en milieu urbain proche de l'électrique, moins de bruit, pas d'émissions, de particules fines, réduction des émissions de CO2 considérable, de 80% par rapport à l'essence et au diesel. Y a-t-il une raison particulière? Non, il n'y a pas une raison particulière. C'est vrai que le bio-GNV, alors là, on parle essentiellement de véhicules particuliers pour lesquels la part du bio-GNV est très très faible. Mais effectivement, on n'a pas regardé tous les types de véhicules. Et une dernière question donc sur tous les dispositifs de politique publique qui seraient concernés par ce papier, en dehors des ZFE et des infrastructures. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas abordés? Il y a tout un tas de politiques qui sont en lien avec ce qu'on étudie. Hein. L'Europe est en train de négocier les normes Euro 7 qui, par rapport aux normes actuelles Euro 6, permettront ou pas de réduire les émissions unitaires des voitures. Une des propositions, c'est de se limiter à une prise en compte des polluants liés à l'abrasion et pas ceux qui sortent du pot d'échappement. C'est grosso modo ce que demandent les constructeurs. D'autres parties prenantes, dont les associations, demandent un durcissement des normes sur les oxydes d'azote et les particules qui sortent de l'échappement. Donc ça, c'est complètement lié à ce qu'on étudie là. C'est bon pour les questions. Alors, oui, les questions. Sur la slide de précédent, moi, il y a une autre variable qui m'a un peu intrigué, c'est sur la taille du ménage qui semblait en fait être du côté du coup des potentiels shifters. Donc, plus les ménages sont grands, c'est très léger, mais dans cette slide, j'ai l'impression d'être plutôt sur la gauche. Ça voudrait dire que plus les ménages sont grands, plus on a potentiellement un potentiel de réduction en fait. Donc, on faisait un shifter. Ouais. Donc, peut-être que, ok, c'est par rapport au fait que ce soit le scénario 2, donc je passe le paramètre de restriction que les enfants l'accord qu'on les amène à l'école, mais c'est quand même hyper contre-intuitif sur le fait qu'on imagine qu'on s'excentre, qu'on est plus contraint sur le choix d'aménagement, etc., de logement. Et peut-être qu'en fait, ce serait lié justement à ce paramètre que ça multiplie les coûts de trajet
la taille d'un ménage. Ça multiplie le fait de devoir faire comme des trajets sur des courses à partie, aller au sport par là, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose à jouer là. Parce que le fait que ce soit sur la gauche de l'histoire, ça va vachement. Ouais. Alors, effectivement, c'est sur la gauche tout près. En fait, il peut se passer plein de choses, hein. Peut-être que quand la taille du ménage s'accroît, on essaie de se rapprocher sur le travail parce qu'on a moins de temps. Enfin, je sais pas. Mais bon, regardez dans le premier article qu'on a publié, il est possible que ça, ce soit parce que là, on essaie de décomposer en fait dans les émissions ce qui vient de la distance, du type de véhicule, etc. Donc, il est possible qu'il y ait une partie de la réponse là-dedans. Et non, ça, c'est la même chose, mais en bivarié, donc en faisant la régression indépendamment les unes des autres. Et oui, c'est toujours du même côté. Donc, la réponse se trouve ici. Oui. Peut-être parce que c'est la continue. C'est un énorme saut en fait entre 1 et 2, et puis entre 2 et 3, on va avoir vraiment des facteurs. C'est possible, je ne peux pas dire ça. Une question derrière? Oui, par rapport aux inégalités de recours, qui aimait le plus et qui subit le plus? Alors, qui aimait le plus ça, c'est dans le premier article. En fait, ça dépend des polluants. Sur le CO2, les riches émettent plus. Parce qu'ils ont là, je parle d'émissions liées au transport uniquement. Ils ont des plus grosses voitures, ils ont des plus longs déplacements. Donc, ça, c'est assez net. En revanche, sur les polluants atmosphériques, où là, l'âge de la voiture, plus la voiture est récente, moins elle émet, ce qui n'est quasiment pas le cas pour le CO2. Là, c'est moins net. En fait, on a une relation qui est non linéaire. Alors ensuite, sur qui est le plus exposé à la pollution, en fait, on avait regardé ça. On ne trouvait pas une relation très nette, mais en fait, on était limité par la résolution géographique de nos données. C'est-à-dire, dans Paris, les pauvres sont plus pollués, donc Paris intramuros, mais à l'échelle de l'Île-de-France, c'est pas très net. Mais je pense que là, ça vaudrait vraiment le coup de regarder à un niveau géographique très fin. Du type, si on a un logement qui est au bord d'une grosse route, le port de Bagnolet, par exemple, c'est clair que vous êtes dans un endroit hyper pollué. Mais pour identifier ça, il faut avoir des bases de données assez fines, ce qu'on n'avait pas là, en fait. C'est ça, mais c'est aussi le fait que si vous êtes riche et qu'on vous propose un logement au bord de la 3 part de Bagnolet, vous n'allez pas le prendre parce que vous avez une alternative. Si c'est tout ce que vous pouvez vous payer, vous y allez. Donc, vous parlez de densité en 500 000 et la densité dans les îles. Ah oui, c'est important. C'est sûr. Questions, d'autres réactions? Non? Pas plus en ligne? Écoute, merci beaucoup.